suffiraient pas d'obstacles, car on n'arrête pas le courant de l'histoire. Les intérêts de notre pays ont prévalu. Je n'ai qu'un seul mot à l'adresse de mon collègue Djibo Hamani. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu qui, dans son infinie bonté, a permis au peuple nigérien de se retrouver sur le chemin qui les réunit. Fin 1989, début 1990. Le climat s'envenime entre pouvoir et étudiants. Le Niger est secoué par une vague de manifestations. Les pressions syndicales et estudiantines sous forme de grève, de marche, de meeting s'exercent en faveur d'une démocratisation plus rapide. Le pays plonge dans un tourbillon d'explosion, de mécontentement populaire. Les forces démocratiques indignées réclament justice, droit à la parole et demandent des comptes à leurs dirigeants. Le gouvernement résiste à cette vague de mécontentement, mais en vain. Mieux, les forces démocratiques exigent une conférence nationale. Le président de la République accède à leurs demandes et propose un calendrier. Les décisions que vous prendrez engageront notre peuple et notre pays. Vous en assumerez la responsabilité devant ce peuple qui attend, devant l'extérieur qui observe et devant l'histoire qui jugera. Sachez que pour le reste, rien ni personne n'est au-dessus du Niger et de son peuple. Les hommes passent avec leurs qualités et leurs défauts. Le Niger demeure. C'est en fonction de ses intérêts, de ses seuls intérêts, que nous devons tous agir. Le président de la commission nationale préparatoire de la conférence nationale, M. Rabiou Doda, devait lui aussi donner le temps. La première conférence nationale du Niger est, à n'en point douter, une occasion unique qui s'offre à nous pour oser nous remettre en cause dans ce monde en rapide mutation, en ayant pour objectif celui de réussir et asseoir les bases d'une vraie démocratie, gage certain, mais gage unique de restauration et de préservation des conditions universellement reconnues aujourd'hui comme les plus favorables pour accéder au développement économique et social. Article 1er. La conférence nationale est souveraine. Elle établit librement son règlement intérieur et son ordre du jour. S'il vous plaît. Donc l'article 1 concernant la souveraineté nationale est approuvé par acclamation. Malgré le départ du pouvoir, les conférenciers ont installé le bureau provisoire et proclamé la souveraineté de la conférence nationale. L'absence du pouvoir ne porte pas entorse aux travaux. Mieux, un véritable débat s'engage sur le problème de quotas. Et ce n'étaient pas les arguments qui manquaient aux uns et aux autres. Je ne refuse pas qu'une conférence souveraine décide de diviser ses participants en bourgeoisie, clergé et tiers état. C'est son droit, je ne lui refuse pas, mais je crois qu'il faut, Monsieur le Président, qu'on se mette d'accord sur quelque chose de précis. Je ne comprends pas, et mon association ne comprend pas,
que des Nigériens soient dans cette salle en observateurs tout simplement. S'ils ne peuvent pas voter chez eux, où voulez-vous qu'ils votent, Monsieur le Président? Nous ne sommes pas venus pour travailler dans la pagaille. Ça doit être dans une structure organisée où tout est clair sur le plan juridique, qui dirige les débats, qui donne et suivant un ordre du jour précis, mais pas dans un désordre et un cafouillage. Et c'est regrettable que c'est le pouvoir encore qui repose ce problème de confusion. Nous demandons au bureau des séances de prendre ses responsabilités. Parce que dans ce pays, nous savons qu'il y a des gens, notamment le pouvoir, qui sont passés maîtres dans l'art de la diversion et des manœuvres dilatoires. Et cela vient de commencer. Lokacin da aka zo aka yi juyin mulki a nan kasar, aka zo aka yi samariya, aka yi kungiyar sabon tsari, ba mu bane manoma muka zo muka yi gayya, muka yi makarantu da hanyoyi, aka kare da aka zo yin dipte ba masu ba yan boko aka nemo ba. Ba ma nan, kai jama'a ku saurara, mu daga bangaren mu na manoma da makiyaya, mu da muka zo mun isa, ban ma son a kara mana ko mutum daya, ban ma son a kara mana ko mutum daya. Et vous savez très bien que ce problème de quota, ça fait 2 mois que nous nous affrontons là-dessus. Il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de consensus. S'il faut le trancher à la conférence nationale, ce sera tranché par vote. Et il faut que les modalités du vote soient arrêtées d'abord. Mon inquiétude, c'est cette notion d'apartheid qu'on veut instaurer dans la nation, au sein de la nation nigérienne. Ce n'est pas normal qu'on instaure l'apartheid dans un pays comme le Niger, en donnant le droit de vote à certains et en refusant le droit de vote à d'autres. Donnons une réponse à M. Hamadi qui veut savoir si dans cette salle, tout le monde a déjà le droit de vote ou si nous pouvons considérer à l'avance que les propositions faites par la CNPCN sont des propositions définitives, sont des décisions irrévocables. Une autre surprise, mais en dehors de la salle, celle-là. L'armée, par la voix de son chef d'état-major, décide de se mettre à l'écart des débats politiques. Compte tenu de la situation d'insécurité que vivent actuellement certaines régions de notre pays, les forces armées nationales, fidèles à leur engagement de rester à l'écart de tout débat politique, décide de ne pas participer à la conférence nationale. Cependant, les forces armées nationales s'engagent à ne pas entraver le processus démocratique en cours dans notre pays. Le pouvoir, mais également les hommes en kaki, reviendront quelques jours plus tard à de meilleurs sentiments, suite à l'appel lancé par certains conférenciers. L'armée réaffirme solennellement sa volonté de respecter le processus démocratique en cours dans notre pays et se déclare solidaire des résultats des travaux de la conférence nationale. Désireuse d'apporter sa pleine et entière contribution aux travaux de la conférence, la délégation du pouvoir décide de reprendre sa participation effective aux travaux. L'élection du président du Présidium, il a été difficile de partager 2 candidats qui se valent. Et comme par le hasard des choses, ils sont tous 2 historiens et professeurs d'université à Niamey. Le professeur Jibo Amani, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, désistera en faveur du professeur André Salif. Un grand moment d'émotion. Je suis absolument persuadé qu'il est indispensable que ici, nous ne nous divisions pas. C'est dans l'intérêt supérieur du pays. L'intérêt du pays dépasse l'intérêt des personnes. Et nous n'avons pas du tout intérêt à ce que quelqu'un préside la conférence avec une faible majorité ou avec une majorité ambiguë. Toute ma vie,
j'ai refusé l'ambiguïté. Je ne peux donc être le candidat d'une faible majorité ou d'une majorité ambiguë. Voilà pourquoi, pour ne pas avoir éventuellement à refuser une élection, voilà pourquoi je préfère, devant cette situation, simplement retirer ma candidature. Les intérêts de notre pays ont prévalu. Je n'ai qu'un seul mot à l'adresse de mon collègue Djibo Hamani. Nous comprenons parfaitement l'émotion de M. André Salifou. Nous sommes nous-mêmes émus et nous sommes fiers qu'après une journée entière de débats, l'unité est encore prévalue au sein des forces vives de la nation nigérienne. Ceci dit, au poste de président du Présidium, nous n'avons plus qu'un seul candidat et il sera donc le candidat du consensus national. Alors, c'est pourquoi je demande tous ensemble qu'on se lève et qu'on l'acclame pour que le monde entier sache que nous sommes unis. Merci, merci. Ça rentre à la conférence nationale. Le doyen d'âge, Malam Yaro, celui qui a patiemment dirigé le bureau provisoire, celui que les enfants ont surnommé Monsieur s'il vous plaît, passera alors le flambeau au nouveau président de la conférence. Le professeur André Salifou lui signifiera d'ailleurs que les conférenciers ont beaucoup admiré sa sagesse et surtout sa patience. Vous avez eu l'honneur, cher père, de présider nos travaux. Bien sûr, je sais que de la salle, des cris sont parvenus à la table du présidium. On vous a traité d'équipe lente, d'équipe ne sachant pas diriger, d'équipe ne sachant pas prendre décision. Mais ce que j'ai trouvé de particulièrement remarquable en vous, c'est cette patience extraordinaire que vous avez affichée, et qui finalement a permis aux choses de se dérouler très bien. Aujourd'hui, que le présidium officiel de cette conférence nationale est en place, au nom de ce présidium, et en vertu des pouvoirs que vous nous aviez conférés en nous installant dans nos fonctions actuelles, je confirme la souveraineté de notre conférence nationale. Nous voudrions, pour commencer notre première allocution en assemblée plénière, depuis notre élection à la présidence du Présidium de la Conférence nationale, vous exprimer à vous toutes, à vous tous, sans oublier notre collègue Djibo Hamani,
nos sentiments de gratitude pour la confiance que vous avez bien voulu placer en nous. L'une des premières tâches du Présidium sera l'installation de la commission crimes et abus. Si ce fut l'unanimité pour l'élection de son président, en la personne de Maman Abou, la conférence a connu des heures très chaudes pour l'élection de certains de ses membres. Normal, car ce sont des personnes intègres et assermentées qu'il fallait. Je jure de bien et rigoureusement remplir la mission dont je suis investi, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect des lois de la République, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de garder le secret des enquêtes auxquelles je peux être appelé à participer, de me conduire en tout comme un digne et loyal serviteur de l'intérêt national. Donc, Maman Abou, le président de la commission. Maman Abou, je le jure. 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 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conférenciers, avec votre autorisation, la Commission Crimes et Abus politiques, économiques et socio-culturels introduit aujourd'hui en plénière une des affaires qui est inscrite à l'ordre du jour de la conférence nationale. Mais avant de passer la parole au président de la sous-commission Crimes et Abus politiques, pour vous faire un exposé succinct sur l'affaire retenue et d'entamer le débat, il nous semble primordial et important de rappeler brièvement ici la situation qui prévalait au moment des événements du 9 février sur l'échiquier politique national. En effet, après une longue période de régime d'exception, les Nigériens avaient mis en place des textes fondamentaux de la Deuxième République, se donnant ainsi un cadre légal de jouissance de libertés fondamentales. Notre Constitution, fraîchement adoptée, garantit ainsi, dans son article 13, entre autres droits, les droits de manifestation. Il est par ailleurs écrit dans cette même loi que le peuple nigérien proclame son attachement aux principes de la démocratie et droits de l'homme, tels définis par les déclarations des droits de l'homme de 1789 et 1948, ainsi que la charte africaine des mêmes droits. Il devenait de lors légal que les Nigériens puissent exprimer et signifier leur désaccord aux autorités sur toutes les questions qui engagent leur avenir, mais dans le respect des lois préétablies. C'est dans ce contexte que les étudiants de l'USN, après plusieurs séances de recherche de consensus, sans résultat sur les revendications avec le pouvoir, ils ont décidé de faire une marche pacifique de protestation. Au cours de nos débats, 4 questions fondamentales doivent être éclairées. La première, quelles sont les consignes que le chef de l'État, en partant pour la Guinée-Bissau, a laissées avant de partir? Deuxième question, qui a donné les fusils de guerre qui ont été utilisés? Troisième question, qui a sorti les balles réelles qui ont été utilisées? Et enfin, la dernière question, qui a donné l'ordre de tirer? Qui a ordonné la tuerie du 9 février? 4 jours n'ont pas suffi pour élucider le premier dossier de la commission crimes et abus. Ce vendredi noir, qui a fourni les armes de guerre? On ne le sait pas. Qui a autorisé la sortie des balles réelles? On ignore. Qui a donné l'ordre de tirer? Là aussi, pas de réponse. Les conférenciers s'interrogent toujours.
La plus grande surprise de la conférence nationale sera probablement le débarquement à Niamey dans l'après-midi du vendredi 11 octobre de Amadou Oumarou Di Bonkano. La salle était comble pour venir écouter cet homme mystérieux, le confident du président Félix Tshisekedi. Donc, je suis Amadou Oumarou Di Bonkano, dont les noms vous a fait beaucoup rire ici et beaucoup pleurer. Et avant d'attaquer la situation, monsieur et madame, la tradition de l'homme bien élevé oblige de dire merci à celui qui lui a rendu service, c'est-à-dire vous les conférenciers et au président de Présidium qui nous a autorisé de venir vous raconter nos mensonges, que vous allez voir si c'est vrai ou c'est faux, car nous ne pouvons pas vous obliger de croire ce qu'on va vous dire. Maintenant, Monsieur le Président, avant d'attaquer une fois de plus la situation, je veux que vous preniez votre marteau, vous tapez très fort pour que les gens puissent écouter, car ce que je vais leur dire est très important. Oui, très important. Je suis resté donc à l'écoute de votre conférence depuis son commencement. Je suis arrivé 2 fois à Abidjan, je n'ai rien entendu, c'est-à-dire exactement le 22 février. J'ai attendu, on ne m'a pas invité, je suis reparti, je suis revenu en avril, je suis resté définitivement jusqu'à votre invitation. J'ai tout entendu. Du moins ce qu'on peut entendre au moment où, à partir d'Abidjan, on peut écouter ce que mes amis ont défilé ici, ils vous ont raconté des tas de choses. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous allez connaître complètement le coup d'État. Si c'est un coup d'État, je dis si c'est un coup d'État. Et vous allez connaître le responsable. Et vous allez connaître pourquoi. Et vous allez connaître pour qui on le faisait. Parce que ça, c'est très important. Ce que je vais vous demander, Monsieur le Président, car c'est votre rôle, de parvenir à mes amis, du moins ex-amis des officiers, qu'ils cessent de courir à gauche, à droite. La vie, c'est comme ça. Un jour, on est chasseur, un jour, on est la biche. Maintenant, j'attaque directement cette petite révolution de palais. Ce n'est pas un coup d'État. Comme vous le savez, M. Bonkano est un spécialiste de complot. Tout ce que je dis sort de complot, tout. Donc je n'ai rien à vous cacher, mais absolument rien. Alors, cette révolution de palais, vous savez, chacun de nous va vous dire de quelle façon il a préparé son idée pour vous libérer, ce qu'il pense pouvoir le faire sauver. Je ne sais pas quoi d'ailleurs, car on n'a rien à sauver. On avait tout perdu. Quand quelqu'un a perdu son pays, il n'a rien à sauver. Donc aujourd'hui, nous avons récupéré le pays, nous n'avons rien à perdre. Je ne vois pas pourquoi on ne vous dit pas la vérité. Je jure, mesdames et messieurs, au nom de Dieu et au nom de la République du Niger, je vais vous dire tout ce que je sais sur cette affaire. Cette révolution de palais, le vrai responsable qui l'ont commencé, c'est moi et Soldat Haïnikoy. S'il est là, je suis certain que je le connais et il me connaît bien.
Il pouvait même pratiquement vous dire de A à Z qui était Boncano jusqu'à mon retour aujourd'hui. Je suis certain, sauf seulement s'il veut casser quelque chose. Et je répète, on n'a rien à casser, puisqu'on n'a rien à perdre. Alors, pour déconstituer Seyni Kounché, Torda et moi, nous avons parlé de cette affaire pendant 2 ans. Torda a décidé, il doit être là dans cette salle, j'espère, de prendre mon ami Idrissa pour l'amener vers Foulangue Kwara. D'après ce qu'il m'a dit, il a dit à Idrissa, tu sais, on se fatigue pour rien. J'ai le blindé, tu as le blindé. On va maintenant, si tu veux, tout de suite là, tu sors tes blindés, tu me donnes le temps, je bombarde la maison de Kounché, je pars de la rive droite, je prends Amadou, je l'amène à la radio. Ah, attention, vous saisissez bien, il doit y avoir un président là. Ah oui, il faut garder ça, c'est très important. Et dans ces recrutements-là, vous avez un officier qui est en face de moi actuellement, qui a été contacté par Torda, et il s'est effrayé, il est parti dire ça à Ali Saïbou. À l'occurrence, à Draman Saïdou qui vous voyez en face de moi ici. Il a refusé. Oui, il a refusé, même si c'est directement ou indirectement, vous savez, il a été à l'école, il a compris qu'il y a quelque chose quelque part. Il a refusé. Il est parti dire ça à Ali Saïbou. Ali Saïbou a dit ça à Kounché. Kounché m'a appelé pour me dire, a dit à Torda de faire attention avec les enfants là. J'ai arrêté ça et je vais être sincère avec vous. Kounché n'était pas tellement content. Il a affecté à Draman Saïd pour ça. Il l'a fait partir à l'intérieur du pays. Mais moi, je détiens l'information. Ah oui, j'étais le chef de renseignement général de ce pays. Il ne faut jamais oublier ça. Ceux qui savent qu'est-ce que c'est ça, ça veut dire que j'étais en contact avec 7000 agents de renseignement soviétiques, 30 000 agents de renseignement américains. Ah oui. Ah, c'est ça, il faut faire très attention. Ah oui, oui. Ah, parce qu'on va avoir des gros problèmes. Hein. Vous voyez, tous ceux qui vous disent aujourd'hui n'ont jamais été sur mon canot, moi je n'ai jamais pris quelque chose, tout cela, c'est très bien. Mais une association de malfaiteurs, mesdames et messieurs, on rentre dedans de quelle façon? Du moment que vous êtes parti dans l'association, vous êtes malfaiteurs. Oui, c'est une association de malfaiteurs. Parce que j'évite de dire, si vous voulez, nous étions de bandits d'État. Mais en réalité, c'est le mot. Mais je garde seulement l'association de malfaiteurs, puisqu'on voulait renverser un régime. Donc, les amis qui vous disent, oh, moi, j'étais dans cette affaire, je ne l'ai jamais cru, moi, de toute façon, il m'a noyé, il m'a fait... Enfin, soyez sérieux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il suffit seulement qu'on vous dise exactement ce qui s'est passé pour qu'on en finisse une fois pour toujours. Ça fait mal à personne. Puisqu'on a même la chance, le victime, celui qu'on voulait renverser n'est pas là, donc on peut déjà encore trouver quelques moyens de se faufiler, si c'est ça. Oui, j'ai dit bien, prenez des précautions. Eux, comme vous, prenez toujours des précautions avec bon canon. Les épouses de Sanissouna Sido sauront pour la première fois où repose leur mari. Un dossier qui a failli à un moment faire basculer la conférence, n'eût été la vigilance de certains conférenciers. Car d'autres ont voulu, malicieusement d'ailleurs, faire de cette affaire une affaire ethnique. Conférence nationale. Après les riches débats sur la dissolution du gouvernement, de l'Assemblée nationale, la suspension du chef d'état-major et de son adjoint, sur la priorité à donner à l'économique ou au politique, c'est le débat sur l'élection du Premier ministre qui fut l'un des plus houleux.
C'est finalement Chefou Amadou, 49 ans, ingénieur de l'aviation civile, qui sera plébiscité pour diriger la transition 15 mois durant. Le Premier ministre aura pour tâche principale l'achèvement du processus démocratique et la relance de l'économie nationale. Le résultat est le suivant. Monsieur Chefou Amadou, 5 voix. Monsieur Sidikou Oumarou, 1 voix. Et une abstention de l'USN. Voilà, les jeux sont faits, les résultats sont là, 5 groupes sur 8. Nous demandons à Monsieur le Premier ministre d'entrer dans la salle. Attendez, on ne sait pas ce qu'ils ont prévu. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, ça n'a pas Non, laissez-le faire ce qu'il veut. Je suis un Nigérien parmi tant d'autres et Dieu et le hasard a voulu que ce soit moi. Mais je dois reconnaître humblement que je suis tout au plus égal à l'un d'entre eux, l'un quelconque d'entre eux. Ensuite, mes remerciements vont au chevaleresque peuple du Niger à travers cette conférence nationale. Monsieur le Président, compte tenu de l'émotion qui m'étreint, je voudrais, avec votre permission, me retirer pour m'adresser ultérieurement à mes frères et sœurs de la conférence nationale. Vous avez décidé en vous portant candidat de vous investir corps et âme pour défendre la transition et le reste de ce qui peut être défendu au profit de ce pays. La conférence nationale a investi sa confiance en vous. Une fois encore, toutes nos félicitations. Et avant de nous séparer, nous allons, comme cela se doit, nous allons écouter notre hymne national, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames et messieurs. Quant à vous, monsieur le Premier ministre, bon courage pour la composition de votre gouvernement. Bonsoir, à lundi. Le 2 novembre 1991, André Salifou, déjà pressenti comme président du Haut Conseil de la République, aura en face de lui le vieux Bagnou Bonkoukou. Après plusieurs interpellations, M. Bagnou se soumettra à la volonté des conférenciers. André Salifou sera alors élu par acclamation. Je vous donne satisfaction, je décline ma candidature.
Aucun homme sans autorité n'aurait pu tenir cette conférence. De l'autorité, il en faut. Et j'ai essayé justement de l'arrondir pour gérer tout le monde. Mais si en le faisant, certains compatriotes ont été chefés dans leur amour-propre, alors je leur dis, je m'en excuse. Un homme d'État disait, lorsque le matin, en me réveillant et en lisant les journaux, je ne trouve pas une insulte à mon endroit, c'est que j'ai mal assumé mon travail de la veille. Autrement dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Je reconnais que je me suis sans doute trompé dans cette salle. Je reconnais sans doute que j'ai dû commettre un certain nombre d'erreurs, voire des fautes. Mais contrairement à ce que certains ont cru, votre suffrage, si beau soit-il, n'a pas transformé André Salifou, un être humain fait d'os et de chair, à un être en béton. Je suis sensible comme vous, donc j'ai des défauts, et je les reconnais. Et je le reconnais. La Haute Cour de la Justice, composée de 9 juges élus par la Conférence nationale, sera également mise en place. Son rôle, juger les anciens dignitaires accusés de crimes et abus politiques et économiques. Le Conseil supérieur de la communication, composé de 9 membres, dont 3 permanents, a pour mission d'assurer l'indépendance des médias publics et de garantir l'accès libre et équitable. Après 98 jours, les lampions de la conférence nationale s'éteindront le 3 novembre 1991. Le Niger, assurément, va à la rencontre d'un grand destin avec l'aide de Dieu. Puisse-t-il le construire avec toutes ses filles et tous ses fils dans une symphonie bien accordée d'initiatives et de comportements constructifs. Que Dieu miséricordieux et compatissant accompagne nos efforts de rédemption nationale, pèse à nos martyrs, pèse aux femmes et aux hommes de bonne volonté. Je vous remercie. Conformément à l'esprit du serment que j'ai prêté devant cette conférence, je m'attacherai, dans les limites de mes attributions, à entretenir avec les autres organes de la transition la plus parfaite collaboration afin d'assurer à notre pays une transition réussie. En réalité, c'est avec du recul que nous saurons exactement la qualité de ce à quoi nous aurons abouti. Ce n'est pas maintenant qu'il faudrait se jeter de pleurs ou porter un jugement hâtif de quelque nature qu'il soit. Nous sommes en droit de le porter. Nous devons même le porter, ce jugement. Mais il faut qu'on apprenne à garder la tête froide, à avoir du recul par rapport à notre action, avant de voir concrètement ce en quoi il y a une adéquation entre la pertinence de ce que nous avions décidé et la réalité du terrain qui nous attend tous, mais qui attend d'abord le Premier ministre et son gouvernement. Mesdames et messieurs, je voudrais s'il vous plaît dire ceci. Si je prends à mon compte, le constat positif fait par Monsieur le Premier ministre d'abord et le chef de l'État ensuite, je dirais que si ce constat est positif, cela est dû grâce à vous, mesdames et messieurs les conférenciers, mais aussi grâce à nos compatriotes journalistes, aux journalistes étrangers qui ont bien voulu nous rendre visite dans cette salle, qui ont assuré la diffusion de nos travaux, et bien souvent dans des conditions autrement plus difficiles que les uns et les autres ne peuvent l'imaginer dans cette salle. Des conditions matérielles, des conditions humaines, des conditions psychologiques de travail que nous ne pouvions pas imaginer. Si certains intervenants l'ont fait, ils ont été rappelés à l'ordre. Animés, les débats de la conférence nationale l'ont été 98 jours durant. 98 jours de discussion parfois très houleuses.
Il ne pouvait en être autrement car les thèmes s'y prêtaient. Il était surtout question de 30 années de politique. Et la politique, a-t-on coutume de dire, sécrète l'économique, le social et le culturel. En tout cas, les animateurs de ce grand forum ont eu le mérite de n'avoir point maquillé la réalité ou travesti l'histoire. Car l'histoire, ils le savent, les jugera. Nombreux étaient les animateurs qui ont marqué de leur empreinte personnelle les moments forts de la conférence nationale. Ils étaient certes nombreux, mais nous avons retenu une douzaine que nous pouvons appeler les vedettes de la conférence nationale. El Hadji Malang Yaro, celui qu'on en a coutume d'appeler le doyen ou monsieur s'il vous plaît, a su, grâce à sa sagesse et sa patience, mener le bateau jusqu'à l'élection du présidium. Non, vous n'avez pas la parole. C'est le dernier qui a parlé. On va l'inscrire, n'a qu'à s'asseoir. Non, la motion, c'est une motion. Non, non, il n'y a pas de motion. Alors, nous proposons la suspension de séance. Elle reprendra dans une demi-heure. Par ailleurs, par ailleurs, je demande au groupe de se consulter pendant cette récréation pour pouvoir, à notre rentrée, discuter de cette affaire de l'ordre du jour que nous suivons. Si oui ou non, ce qui nous a été proposé par ces documents doit être poursuivi ou on doit faire autre chose. Les groupes n'ont qu'à se décider. Le professeur El Hadji Ambali, véritable bibliothèque, ses interventions étaient très attendues. Le plus grand rêve de ce savant polyglotte demeure l'unité nationale. J'ai proposé un de mes livres paraîtra d'ici décembre, justement qui traite de notre politique linguistique. Et il traite des terminologies scientifiques et technologiques en langues africaines. C'est une démonstration très claire que les langues africaines sont à même de véhiculer la science et la technologie du monde moderne. Prenez par exemple, merci beaucoup, Ousmane Dangaladima. Son curriculum vitae, comme le diront les anciens, est lui aussi un vieux de la vieille, véritable tribun, mais un peu nostalgique du passé. Tous les êtres des peuples, vous serez dénoncés. Le peuple nigérien qui nous écoute et nous entend, nous faisons appel à ta vigilance et à ta conscience. Pour qu'on ne se moque plus de toi, pour qu'il n'y ait plus de régimes comme Kounché, qu'il n'y ait plus de Kounché, qu'il n'y ait plus de Bankano, il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. Bello Tousso Garba, les idées il en a, même beaucoup, mais il est souvent mal compris malgré son éloquence. L'autopsie d'une dictature, nous savons le faire. Alors je suis désolé, si les gens veulent la peau de Bonkano, c'est leur droit, mais qu'ils le fassent dans le respect des règles élémentaires de droit et de démocratie. C'est tout ce que nous demandons. Issoufou Moustapha, orateur incontesté de Gaïa Gaskia, il est très impulsif et direct dans ses propos. Seulement, il manque à cet enseignant des preuves suffisantes dans certaines vérités qu'il relate. Il est hors de question que des gens qui ont participé à piller ce pays, il est hors de question que des gens qui ont arrêté de manière arbitraire des citoyens nigériens pour leur opinion politique, que des gens qui se sont alliés avec la droite française pour prendre des armes et assujettir le peuple du Niger, que cela soit ici aujourd'hui pour diriger la conférence nationale. Sur ces questions précises, Gaïa Gaskia du Niger ne fera de concession à personne. Il faut qu'on s'entende. Par ailleurs, rappelons que nous avons oublié d'ajouter que le président du Présidium doit avoir fait au moins son service national, son devoir militaire. Je vous remercie. Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, El Hadji Banyou Benkou,
Ce vieux musulman connaît beaucoup le Niger, mais n'a pas su exploiter le respect que lui conférait la salle. Il ne faut pas faire et défaire. Si nous continuons à faire et défaire, on ne finira jamais. Il faut prendre vos responsabilités. Si vous avez fait une synthèse, même si elle est mauvaise, restez là-dessus. Il ne faut pas faire et défaire. C'est ce que je vous dis. Merci. Bonjour, monsieur. Abdrahman Hima, très bruyant, cet ancien gendarme refuse les mascarades et ne se laisse surtout pas marcher sur les pieds. J'en déduis tout simplement qu'il s'agit d'un règlement de compte. Il y a dans cette salle des gens qui sont décidés à me régler mon compte. Mais ils ont choisi un moment qui est très mal. Le moment, ce n'est pas dans cette salle. Ils ont mal choisi. De toutes les façons, quand j'ai posé ma candidature à cette commission, c'était pour me rendre utile. Mais pour certains, je présente effectivement un obstacle, un sérieux obstacle. Parce que pour moi, je n'ai qu'une seule ligne de conduite, la vérité. Bahazoum Mohamed, grâce à son langage franc, cet éloquent philosophe a su à des moments difficiles renverser la vapeur. Il a des formules dont il garde le secret. Pour que ça vienne, ceux qui ont été impliqués dans la terreur qui s'est abattue sur ce pays auront à répondre de leur forfaiture. Que cela s'entende. Dans ce que nous sommes en train de faire, c'est des responsabilités que nous sommes en train de situer, quel que soit par ailleurs d'où ils sont ici et quels que soient les moyens dont ils peuvent disposer maintenant pour faire du chantage sur la conférence nationale. Je vous remercie. Sao Marankan, sa voix très imposante a pu des fois calmer les conférenciers. Il est par la suite devenu l'ami des enfants. Juriste, il est très attaché au droit. La Cour suprême est un régulateur de la loi. Elle n'est pas là pour faire le travail des juridictions inférieurs. Nous ne comprenons pas. Kakadoka, l'enfant terrible de la conférence. Cet étudiant sait se faire respecter quand il faut et avec les mots qu'il faut. Lorsque nous avons réclamé un changement radical, nous devons effectivement combattre un certain nombre de comportements lesquels ont amené ce pays, après 30 ans d'indépendance, à la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Très malheureusement, beaucoup de participants n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas compris, ils sont livrés à un certain nombre de pratiques malsaines, contraires aux aspirations du peuple auquel ils prétendaient représenter ici. Zakaria Abdrahman, jeunesse oblige, il n'emprunte pas les 4 chemins pour cracher la vérité. Normal, c'est le langage étudiant. Pendant 30 ans, c'est cette situation de régionalisme, d'ethnocentrisme, de corruption qui nous a conduit au chaos dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Et si aujourd'hui encore le tremplin que les gens veulent utiliser pour pouvoir arriver au pouvoir, c'est toujours la corruption et le régionalisme, nous dirons que rien ne sera fait et ce serait nous ramener encore 30 ans en arrière. Dis-moi qui est ton frère. Sanoussi Jakou, le baroudeur. Formé dans toutes les écoles de la vie, il a réponse à tout. Intelligent, mais difficilement contrôlable quand le sujet le tient à cœur. La conférence nationale est un point d'arrivée et aussi un point de départ. Un point d'arrivée parce que toutes les tares, tous les crimes, tous les délits et toutes les malversations que nous avons commises, les uns à l'égard d'eux-mêmes, les uns à l'égard des autres et les uns à l'égard de la nation, il faut qu'à partir d'ici qu'on les laisse et qu'on démarre sur de nouvelles bases, une base de réconciliation nationale et une base d'unité nationale, mais Monsieur le Président, l'unité vraie au niveau du cœur, au niveau de la bouche et au niveau des membres, c'est-à-dire au niveau de la pratique quotidienne, mais pas au niveau des mensonges. Monsieur le Président, Le suivant, s'il vous plaît. Conférence nationale.
yaushe ne ta ka farawa yaushe ne ta ka karewa abinda ya ci makaho ko shago da dan ya tsere ne abinda ya